Donc, bonjour à tous. Je suis ravie d'être accueillie ici parmi vous et parler à une audience si nombreuse de développeurs qui ont vraiment trop envie de savoir qu'est-ce que c'est le design system. Donc, du coup, ça fait trop plaisir justement de voir que vous voulez commencer à faire les choses par des bonnes bases. Donc, je vous remercie. Donc, je suis front-end engineer chez Blablacar. On a une équipe SPA, donc on fait du React. Mais du côté, j'ai aussi une formation de designer, une vraie formation, un vrai master tout à côté. Donc, je donne des cours de design et ma grande passion, c'est le design system parce que justement, c'est où le design et le développement ils se rencontrent. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour vous partager un petit peu sur qu'est-ce que c'est le design system, donc quelles sont les bases fondamentales pour créer un design system et en passant par tout le planning, toute la partie planification, le design en lui-même, la construction, c'est juste le côté développeur, et après comment les déployer et comment montrer ces design systems. Donc, c'est parti. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà au marché du travail. Une des grandes préoccupations et une grande problématique qu'on souffre en tant que designer, c'est justement de trouver des mock-ups qui sont merveilleux, qui ont notre masterpiece, donc une œuvre d'art qu'on avait créée en tant que designer. Et à la fin, quand ça sort en production, on a ce type d'implémentation par le développeur. Donc, les designers sont un peu stressés avec ça. Et après, les développeurs, ils ont toujours cette idée de « Ok, je ne veux pas répéter mon code, je ne veux pas copier-coller, je ne veux pas je ne veux pas dépenser mon cerveau, je veux vraiment faire du dry, don't repeat yourself, donc je veux jamais répéter les choses que je fais, je veux être le plus simple possible et donc je ne veux pas réinventer la roue à chaque fois. » Et en même temps, on a nos chefs de projet qui à chaque fois, ils vont essayer de nous payer encore une fois pour des features, pour de code qu'on a déjà fait. Donc, ce n'est pas une façon de... Enfin, pour eux, ils sont vraiment pas contents de payer encore une fois pour une feature qui, en théorie, on a déjà codé. Le bouton, le footer qu'on avait codé une fois, pourquoi coder une deuxième fois la même chose? Ils se demandent, et nous aussi. Donc, la vraie question qu'on a dans la vraie vie au marché du travail et que c'est un vrai défi, un challenge, c'est simplement comment assurer que tout ce qui a été planifié va vraiment être délivré avec la même qualité qui a été planifiée. Parce que chaque métier a son rôle dans ce processus, dans la vie, dans le cycle de vie du produit. Chaque personne, enfin, sinon, on n'avait pas besoin d'avoir des rôles spécifiques. Si c'est pour faire quelque chose qui va être dégradé, on n'avait pas besoin de cette spécialisation. Donc, c'est là qu'on va voir comment c'est important d'avoir de réduire ces bruits. Comme vous voyez dans ces petits chevals, à chaque fois qu'il y a une livraison, qu'on appelle ça une étape des handoffs. Vous voyez ma souris ou pas? Oui, oui, oui. Oui. Oui, on voit, oui. Oui. OK. Donc, à chaque fois qu'on a une étape de handoff, c'est là qu'en fait, on perd en qualité. Et donc, notre objectif central, c'est comment créer une ligne de montage, donc faire d'une façon que cette ligne-là, elle arrête d'avoir ces frictions qu'on voit ici, et elle devient quelque chose de continu, et que justement, on enlève ces difficultés qui sont ici pour créer quelque chose de notre objectif. Donc, on va voir que c'est le design system qui va nous donner cette réponse. Et donc, du coup, ce qu'on va aborder aujourd'hui, ce sont l'importance.
dans le design system. Donc, comment il doit être vu, comment il doit être créé, comment est-ce qu'on va pouvoir les déployer et simplement, et aussi comment l'industrie aujourd'hui, elle fait déjà, elle utilise cette méthodologie, si on peut appeler comme ça, cette méthodologie pour créer des produits qui sont innovants et qui ont énormément de succès. Voilà, donc l'importance du design system. Qu'est-ce que c'est et est-ce qu'on doit avoir un design system? Je commence d'abord par un peu d'histoire. En fait, c'est une histoire je pense, qui plaît à n'importe quel designer, mais à n'importe quel genre du marché au niveau de l'informatique aussi. Apple, est encore un acteur assez important au niveau de l'innovation. Et depuis sa naissance en tant que boîte, vous voyez dans cette image, 1977, Apple, elle avait déjà été créée avec tout ce concept d'identité visuelle mis en place. Donc, c'était quoi une identité visuelle pour ceux qui n'ont jamais vu, enfin, qui ne font pas du design? C'est vraiment un cahier des charges visuel où on va noter toutes les couleurs de la marque, comment l'utiliser, quels sont les supports appliqués, comment est-ce que la marque, elle va parler ou pas, quels sont enfin, avant, on utilisait beaucoup de papier, donc tout ce qui est carte de visite, des choses des lettres, comment ça allait, le packaging, donc tout ce qui est packagé par Apple, etc. Donc, à chaque moment qu'on a le logo appliqué, à chaque moment qu'on a une interaction avec la marque, on va avoir besoin de consulter ces cahiers de charges visuels et respecter au fait cette personnification de la marque en tant qu'entité. Pardon. Et Apple, alors, ils ont décidé d'aller tellement loin et ils ont tellement valorisé ça. J'ai besoin de boire, pardon. Pardon. Ils ont allé tellement loin, ils savaient vraiment que cette interaction était hyper importante, qu'ils ont décidé de créer un manuel d'identité, des guidelines pour leurs développeurs. Donc, en fait, en 1980, Apple avait déjà créé son système de... Je suis vraiment désolée, j'ai besoin de boire. 2 minutes, je vais couper. Fais une petite pause. Oui. Est-ce que vous avez déjà des questions qui vous viennent en attendant? Ouais. Je vais... Attendez. Sorry. Vraiment désolée. Il n'y a aucun mal. J'avais oublié de prendre le truc. C'est vrai que... Alors, pas de questions? Ok. Alors, donc, comme je disais, elle avait déjà implémenté cette guidelines parce qu'elle voulait que cette interaction avec la marque, elle se passe aussi par son ordinateur et par les applications qui sont à l'intérieur de cet ordinateur. Donc, si quelqu'un a fait déjà du mobile et surtout du iOS, donc du Swift ou du C Sharp avant, c'est ça. Et donc, vous savez qu'il faut, ils ont encore une rigueur énorme d'acceptation d'interface dans leurs applications. Quand on fait une application pour Apple, on doit l'envoyer pour validation à la Apple Store. Et cette validation, elle passe aussi par comment cette interface elle a été créée. Parce que dans cette tête de Steve Jobs, toute interaction qu'on a avec la marque apporte quelque chose, apporte de l'expérience. Et donc, c'est très important de créer ces guidelines. Et
Ces guidelines-là, elles vont être créées notamment en Californie, dans un lab qui s'appelait Xerox PARC, qui, en fait, Steve Jobs, il a tout pris, tout ce qu'ils ont compris, tout ce qu'ils ont appris là-bas, au niveau de l'interface, parce qu'il avait énormément de recherches, la souris, enfin, franchement, c'est le début de l'informatique, c'est le début de enfin, pas de l'informatique en soi, mais de l'interface utilisateur, non? Avec les machines, enfin avec l'ordi en tout cas. Et donc, il avait énormément d'études et il a tout mis dans son ordinateur et dans son Human Interface Guidelines. Donc, il a carrément volé la recherche et il a mis disponible pour tous les designers pour consulter ça. Donc, pendant longtemps, les Human Interface Guidelines d'Apple étaient la Bible des designers, pas que pour les choses qui étaient Apple, mais c'est parce qu'aussi il avait énormément de recherches au niveau des constructions d'une interface utilisateur. Et aujourd'hui, vous voyez, ça c'est une image un peu plus récente. On a le macOS, le iOS, le Watch, donc toutes les plateformes, et chaque plateforme est documentée dans ces documents-là. Donc, un peu plus récent, mais quand même vieux. Je pense que pour ceux qui font du PHP, je ne sais pas s'ils reconnaissent un peu ça. Il a déjà une version plus nouvelle. C'est Bootstrap. Donc, Bootstrap, c'était un premier framework dev, on va dire, HTML, CSS et JS notamment, qui a été créé par Twitter, donc par des développeurs, parce qu'ils étaient déjà fatigués de recoder les choses. Ils étaient fatigués de faire le bouton 50 fois et ils voulaient vraiment quelque chose pour rendre la production des sites web, notamment pour Twitter à l'époque, d'une façon un peu la façon, enfin, comme le dev, ils sont déjà habitués à ces modes de pensée. C'est un vrai mindset du développeur de ne pas avoir la répétition, comme on a dit au début, comme de réutiliser, de faire un truc une fois, de créer des fonctions qui vont être facilement exportées et exploitables, créer des librairies. Donc, ils ont fait ça. Bon, ils ont créé cette librairie et en plus, ils ont dit, bah écoute, on va la open sourcer. Parce que comme ça, on apprend avec la communauté, on va corriger des bugs avec la communauté et ça va être vraiment génial. Donc, on va partager. Le seul petit problème de ça, c'est qu'à cette époque, tous les sites étaient 100% Twitter Bootstrap. Pourquoi? Parce que les développeurs tous les développeurs ont dit mais c'est génial, je n'ai pas besoin de coder, simplement j'ai besoin de récupérer, de réutiliser le package et je vais vraiment avoir du temps pour faire les choses qui me plaisent et pas vraiment réinventer la roue. Sauf que les designers, alors là, ils n'étaient pas contents du tout parce que tout avait un peu la tête, un peu la forme du design du Bootstrap et qui n'était pas forcément ce qui a été attendu par la marque des boîtes qui ont utilisé ces packages. Et juste après, au niveau des méthodologies, il y a un gars qui s'appelle Brad Frost. Lui, il a essayé justement de dire non, mais OK, alors, il y a le designer qui veulent bien que leur design soit respectueux de la marque et qui porte tout un concept très bien. Et il y a les développeurs qui veulent que les choses soient vite faites. Comment est-ce que je peux expliquer aux développeurs et aux designers, et surtout aux designers, comment ça marche décortiquer en fait cette charte d'identité graphique dans quelque chose qui soit plus facilement mis en place. Donc, il a créé cette méthodologie qui s'appelle Atomic Design, qui prévoit que chaque élément de l'interface, elle peut être décomposée en atomes, molécules, organismes, template et pages. Après, il est un peu sorti du délire de l'écosystème. C'est un peu dommage.
Mais donc, il a créé ça. Il s'est inspiré notamment des éléments HTML pour arriver à cette métaphore la métaphore de la chimie. Il a pensé à Elements, donc du coup, je vais créer un atomic design et pour expliquer comment les éléments HTML, quand on les met ensemble, ça donne quelque chose, ça devient des molécules, ça devient des organismes qui sont plus complexes et on va créer des vraies pages aujourd'hui avec ces éléments-là. Et c'est intéressant que quand il a commencé à parler de cette méthodologie, il utilisait déjà le mot système. Il avait dit on ne crée plus des pages web, on n'est pas ici en train de créer des pages web, on est en train de créer des systèmes qui vont se rassembler. Et un peu au même temps qu'il lui, il fait cette lancée théorique sur ce sujet, il y a Google qui sort son grand et vraiment impactant en théorie Material Design. C'est un premier design système qui a été vraiment montré et défini en tant que tel. Il a été défini en tant que design system. Et au début de cette explication, quand il a vraiment sorti le site, il n'y avait que de la définition des principes des designs. Donc, ils ont, c'était le moment de la refonte de Google au niveau de leur marque. Ils avaient envie d'un peu éduquer leurs utilisateurs, notamment les utilisateurs d'Android, à améliorer comment faire les applications pour Android. Donc, ils avaient besoin d'éduquer un peu au miroir de ce qu'Apple avait fait en 1980, mais là, on est déjà en année 2000. Et donc, Google a dit, écoute, le design, c'est vraiment fait comme ça. Donc, on va essayer d'éduquer les gens sur notre design system. Et donc, notre design system, c'est Material Design. Donc, la fondation dans Material Design, c'était, on appelle Paper Element. Donc, c'est un élément, c'est la feuille de papier et tout le contexte de cette de feuille de papier. Donc, il pensait beaucoup à cette matérialité de la feuille de papier. Et donc, c'est pour ça qu'il a appelé son premier design system Material Design. Mais ici encore, on n'avait pas le code. On n'avait pas le code dans Material Design. C'est récent qu'ils ont embarqué le code avec eux. C'est assez récent, je vais dire 2 ans. Quand il est sorti, c'était que du design. Un peu comme Apple, qui a le guidelines, c'était n'a pas vraiment de code dedans. C'est aux développeurs de coder. Pour Google, c'était pareil au début. Mais donc, du coup, je vous ai parlé dans Visual Identity, donc d'une charte graphique. Je vous ai parlé d'une interface, des guidelines d'interface assez définies. Je vous ai parlé d'une méthodologie, d'un framework, CSS. Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que c'est un design system pour le coup alors? Pas du tout. Pas du tout encore? Aucune idée encore. Est-ce que vous avez jamais entendu parler genre ma boîte elle a un design system? Ah très bien, Cyril il a répondu c'est l'ensemble de tout. Ouais, c'est très très bien. C'est exactement tout ça. Je vais vous montrer. Donc, il y a beaucoup de boîtes qui pensent que le fait d'avoir simplement une component library, qui c'est justement les composants, le CSS framework qu'on avait vu avec Bootstrap, ou juste une librairie React ou n'importe quel autre langage framework front-end, ils pensent qu'ils sont en train de créer leur design system. Mais non, en fait, un design system, effectivement, il va au-delà de tout ça, il va récupérer
toute cette, on va dire qu'il est holistique. On utilise beaucoup ces mots pour montrer cet état des condensations et qu'au fait, on ne peut pas vivre dans dans une nouvelle application sans tous ces concepts-là. Et vous allez voir qu'on a besoin des stratégies de contenu, on a besoin de la partie design principles, mais aussi on a besoin des devs, des guides des styles de dev et tout. Au fait, donc Lucas a dit. Ouais, justement, bah, si vous voulez, à la fin, je peux montrer le site du design system du gouvernement, qui d'ailleurs, en fait, ça s'appelle pas design system, c'est le système de design. Et j'allais juste faire une remarque au début, c'est qu'en fait, la présentation était en français, est en français, mais vous voyez, j'utilise énormément de mots en anglais parce que, en fait, c'est un métier qui est confronté avec des mots en anglais, le métier de front-end ou de back-end aussi, donc des développeurs. Donc, je pense que vous êtes déjà un peu, vous connaissez un peu les termes déjà utilisés. Donc voilà, c'est le design system. Donc c'est cette partie holistique qui va grouper l'ensemble des actions qu'on doit mener pour construire pas que la component library, mais justement pour créer une façon de rassembler comme tout le monde qui est tous les stakeholders disponibles, dans un produit pour créer quelque chose qui marche. Donc, une définition un peu théorique de tout ça, c'est qu'un design system, alors, c'est un ensemble des principes, des constantes et des règles qui sont capables justement de se mettre ensemble pour générer n'importe quel type de produit. J'aime beaucoup faire cette comparaison avec Ford dans la ligne d'assemblage, c'est que son idée, c'était justement d'améliorer le process des créations des outils et pas l'outil, le process des créations, c'est-à-dire mettre les choses ensemble, de modulariser le plus possible, de faire des passations d'une façon le plus ergonomique, d'une façon, justement pour avoir un résultat plus important. Hier, j'avais lu que dans la chaîne de montage, les premiers essais qu'il avait fait pour mettre en place la production de sa première voiture, c'est à la T9, un truc comme ça. Ça a réduit de 12 heures de production à 2 heures de production. Donc, c'est quand même énorme. Oui, le Taylorisme. Non, justement, Taylorisme, Ford, ouais, voilà. Donc, c'est très, très intéressant de voir comment c'est important de travailler sur la production, sur la chaîne des montages, va impacter en fait l'expérience utilisateur de toute façon. Donc, on peut assembler n'importe quel produit une fois qu'on a créé notre design system. Et là, je vous montre des versions anciennes. Là, je suis un peu méchante avec cette compagnie, cette boîte. Ce sont des sites dans une version ancienne, mais aujourd'hui, il n'a pas encore une unité dans leur design. Est-ce que si vous ne connaissez pas au fait le logo, vous allez dire que ces sites-là, ils viennent de la même boîte? Si on ne voit pas le logo, si on cache le logo, est-ce qu'on peut dire que ça vient qu'il a le même look and feel et le même... Non, c'est pas cohérent. Pas vraiment, non. C'est pas du tout pas cohérent. Et donc, du coup, combien de fois ça a été payé pour créer ces sites-là? Enfin, ça a coûté combien de fois pour cette boîte la création? Une fois par site. Une fois par site. Et du coup, c'est bien, ça génère de l'emploi un peu dans chaque endroit, mais c'est quand même beaucoup d'argent qui est dépensé pour créer des solutions. Et en plus, là, je vous ai montré 3.
en parlant justement du gouvernement, le gouvernement, et dans leur design system, ils ont mis qu'ils ont 20 000 URL. 20 000 URL. Imagine s'ils décident de payer pour 20 000 sites publiés. Ça fait un sacré budget pour justement générer des pages qui, en fait, elles ont en fait le même but, c'est justement de parler créer une cohérence entre l'utilisation, en fait. La marque, elle est quelque chose de hyper importante pour donner de la sécurité. Donc ici, je vais vous montrer un peu Uber, qui c'est un acteur dans la partie design system. Eux, ils ont vraiment essayé d'uniformiser tellement leur expérience que même au début, les voitures étaient censées être noires. Parce que justement, ça faisait partie de l'expérience qui, les voitures, elles étaient censées être noires. Et c'est pour ça que c'est venu le noir des Uber. Donc là, je vous montre un écran desktop et un écran mobile. Donc, vous allez rencontrer les mêmes types, enfin, les mêmes composants même. Vous voyez, le bouton, c'est le même. Ce n'est pas recodé. Ils ont fait ça une fois et c'est bien. Et qu'est-ce que l'utilisateur, il va gagner avec ça? De la reconnaissance dans le sens, je reconnais que je suis en train de traiter avec Uber. Et donc, ça m'apporte de la confiance. Et après, Uber, donc là, il était dans les applications digitales, donc je dis, ah, c'est pas grave, on a utilisé les component library. Donc, OK, alors comment je vais faire pour utiliser la component library quand je fais une impression et que je dois faire une affiche dans le métro, dans la rue? Comment je fais pour utiliser cette component library? Donc ici, vous voyez que même si ça, c'est du papier, donc une autre plateforme, je garde l'identité de Uber assez similaire avec ce qu'on avait dans les apps. Et de la même façon, quand Uber il a décidé de créer des sous-produits, il n'a pas vraiment essayé de réinventer son identité parce que ce n'étaient pas des produits qui avaient une marque pour eux. C'est pas genre Coca-Cola et Coca-Cola Company et j'ai Fanta, Sprite, etc. qui ce sont des marques c'est un soda. Chacun a sa propre marque. Là, non, ils ont dit, on est Uber et on est dans la santé. On est Uber, on est dans la bouffe. Genre, on vous ramène à manger au resto, le resto chez vous. Donc, le plus important de tout ça, c'est de garder cette cohérence et de garder justement le coût et surtout le coût qui en fait, c'est le plus important, c'est l'expérience consommateur. Parce que le fait d'apporter de la confiance pour l'utilisateur, ça va les fidéliser, ça va permettre qu'ils soient bien au courant de l'environnement qu'il a et faire confiance à la marque. Et ça, c'est la valeur ajoutée dans Design System. Et en plus, on ne va pas, ça va être vachement moins cher que recoder les choses à chaque fois. Donc, comment est-ce qu'on va alors construire ces design systems? L'objectif, c'est de savoir d'abord, pour construire quelque chose, on a besoin de savoir qui va être là, qui va payer ça. Donc, on va passer un peu partout dans notre organogramme entreprise. On va d'abord aller parler au marketing et à ceux qui prennent en charge la marque et les cultures. Après, on va passer aux produits. Et à la fin, on va passer au design. Encore une fois, pardon. Et à la fin, la technologie.
Attendez. Bon. Allez, pardon. Et donc, le design et la tech. Donc, la tech, en fait, je ne veux pas parler que des développeurs. Hein, on va parler aussi de toute la partie infra, chaque personne qui est dans la partie vraiment technique ou qui a un métier front-end, back-end, infrastructure, base de données, tout le monde qui est là pour soutenir ces projets digitaux, mais aussi si on n'est pas dans un produit digital, donc tout le monde qui fait la partie technique pour mettre en œuvre ces produits. Notamment, par exemple, en usine, ce sont ceux qui sont vraiment dans la partie streamline. Donc, chacune de ces parties, donc la partie stratégie va être apportée par le produit. La partie humaine, donc toute l'interaction et la marque, tout ce que ça représente dans le désir, on va dire, ça va être le design et la partie on va faire les pragmatismes, c'est la technologie. Donc, vous voyez, ça, ce sont les quatre piliers. En fait, on va dire qu'il a 3 piliers et ces 3 piliers ils vont s'unir avec un objectif commun, que c'est de créer un produit, et simplement qu'ils vont être unis par la marque. Incroyable. Désolée, bon, vraiment. Bon, j'espère que ça va, parce qu'en fait, il y a le voisin qui fait du bruit. I'm sorry. Donc, il y a des principes, des règles et des constantes à suivre dans un design system. Et la chose qui est plus importante dans ce design system et ce sont les 3 piliers qui vont les guider, c'est avoir une vision d'ensemble, donc des constances et des cohérences. Il va nous apporter de l'efficacité pour la construction des choses. Et il va aussi nous permettre de faire un scale, donc de publier d'une façon et de partager et d'être adopté d'une façon plus uniforme pour tous les stakeholders. Donc, tout le monde du process doit faire partie de cette partie scaling. Donc, comment est-ce qu'on va alors faire la consistency? Donc, comment on va garder cette cohérence? D'abord, c'est utiliser des guidelines. Donc, ici, on a le design system de Shopify, qui justement, il partage ses guidelines, fait une division de ses guidelines d'abord entre faire les principes et écrire ce qu'on doit faire. Chaque décision qui est prise au niveau du design doit être documentée. Après, on doit dessiner ça d'une façon soit sur un logiciel comme Sketch ou Figma. Et après, on doit les construire et les rendre vivants. Donc, c'est là qu'on va justement coder cette information et publier dans une component library. C'est très important de se mettre d'accord sur les guidelines et sur les conventions de nommage. Parce qu'en fait, l'objectif d'un design system, c'est de garder un langage partagé du début à la fin. Donc, ici, c'est très important de se dire non, je vais garder ces noms, je vais le nommer. Et quand je parle d'une valeur, genre une couleur, le développeur, il va savoir de quoi il s'agit, le designer, il va savoir de quoi il s'agit, le product owner va savoir de quoi il s'agit. Donc, tout le monde va savoir que la couleur bleue, c'est celle-là. Un autre point très important pour apporter de la cohérence, c'est garder une source de vérité. Donc, créer un espace où il y aura les spécifications et où toutes les plateformes vont être assemblées. Ça, c'est le design system de Microsoft.
Et c'est un site web que vous pouvez aller regarder. Et là, vous allez retrouver la documentation des quatre plateformes. Donc, si vous voulez faire du Android, du iOS ou du Windows Phone ou sinon du web, vous avez toutes les informations chez Microsoft. Et comme je disais, on doit partager ces vocabulaires entre design et développement, par exemple. Honnêtement, c'est le minimum qu'on doit garder, c'est cette façon de parler. Et penser que chaque couleur, chaque chose qui a été nommée au niveau du design va devenir une variable. Donc, c'est comme si le design est en train de créer les API pour nous. Et donc, c'est très important que nous, en tant que développeurs, on aille aller discuter avec les designs, mais ils disent, écoute, vous avez nommé des choses que c'est pas possible pour nous d'implémenter. Donc, il faut vraiment discuter et montrer vos contraintes aux designers au moment de cette implémentation. Après, pour la partie efficacité, c'est très important de créer les librairies. Donc, je pense que tout le monde dit, ah oui, on veut être on doit être hyper efficace. Donc, la première chose qu'on fait, c'est créer des librairies. Et à la fin, en fait, on a des librairies qui n'ont pas les mêmes variables. Et donc, on se trouve avec des librairies incohérentes. Donc, une fois qu'on a déjà garanti qu'on est cohérent, alors là, on va pouvoir être efficace. Donc, créer des librairies, donc des React, mais aussi des librairies au niveau du design, donc du Figma ou du Sketch ou du XD ou je ne sais pas quoi, et publier ces librairies qui soient accessibles aux développeurs et aux designers. Et pour la partie efficacité aussi, et maintenir le code synchrone avec le design, c'est très intéressant d'aller explorer l'API de ces nouveaux éditeurs des designs, comme par exemple Figma. Je ne sais pas si vous avez déjà joué avec ces logiciels, mais il a aussi la possibilité d'extraire des données par son API qui s'appelle Figo. Et donc, du coup, ça permet aux développeurs de dire, ah, OK, je n'ouvre même pas ces trucs de design, j'utilise l'API et tout va être magique. Donc, c'est une opportunité de gagner en efficacité en train de garder la cohérence avec ce qui a été défini par le design. Et une autre chose qui est importante au niveau de l'efficacité, c'est améliorer au fait le loop des créations. Donc, le feedback qu'on va avoir. Là, à la place de faire des prototypes qui sont comment on dit, statiques, on peut directement coder parce qu'on a déjà notre librairie. Donc, on va coder et on peut tester directement les prototypes. Et à la fin, pour eScale, donc l'objectif, c'est d'éduquer les gens. Donc, et aussi de créer une façon que toute cette documentation qui est en train d'être créée, elle va pouvoir être découverte facilement. Donc, publier les sites. Créer justement la documentation pour permettre l'apprentissage. Donc, en fait, on dit que si une chose n'est pas documentée, en fait, elle n'existe pas. Donc, il faut vraiment documenter tout ce qu'on fait. Et surtout, c'est parce que c'est par la documentation qu'il y a un nouveau arrivant qui va apprendre des choses et qui ne va pas commettre des erreurs et qui va notamment rentrer dans cette idée j'apprends et j'apprends ces mindsets de comment je dois m'intégrer à cette nouvelle forme de production. Et surtout, en tant que développeur, on va réutiliser, on va adopter des conventions, on va jouer avec des Lego dans le sens de récupérer les choses qui existent déjà, des packages, des bibliothèques et tout ça, pour enlever complètement la perte de temps
mettre un pixel à droite ou à gauche, parce que ça ne rajoute aucune valeur pour l'utilisateur. Au contraire, ça dégrade. Et en même temps, je suis sûre qu'en tant que développeur, vous êtes vachement plus dans l'esprit d'aller chercher de la sécurité, de la réactivité, de la performance, qui est vraiment regarder s'il y a un pixel à droite ou à gauche qui n'ajoute aucune valeur, quoi. Donc, quand est-ce que vous pensez qu'on doit commencer à créer un design system? Est-ce que À partir du moment où on va avoir plusieurs sites à faire sous la même enseigne, par exemple? ça, oui, aussi, c'est très bien. Cyril a dit dans le lancement d'un projet, ouais, c'est très bien. Commencer par le début, ça fait moins de mal, effectivement. Lors du cahier des charges. Donc, vraiment, en fait, pensez que le design system, il ne va pas aider juste au niveau technique, il va aussi aider les conversations. Donc, dès qu'on est deux dans une team, donc un développeur, un designer ou deux développeurs, on a besoin d'un design system et on a besoin d'une communication. Parce qu'en fait, on a cette unité en nous qu'on ne pense pas de la même façon que notre voisin. Et on a besoin d'exprimer les décisions qu'on prend et partager la connaissance qu'on est en train de faire. Donc, si je ne sais pas que moi dans ces projets et que ça ne va pas être que moi dans ces projets, dans le sens que si j'attends que ces projets, il a envie de scale, donc j'ai envie que ma boîte, elle va avoir plein de projets ou plein de produits, bah, je commence alors depuis le début de créer un design system. Et donc, ouais, James, il a dit avant, dès le lancement du projet, et effectivement, même avant un projet, c'est assez intéressant d'essayer de faire cette recherche, de créer les deux produits en même temps, un design system et le projet. Donc, je vous ai dit que quand on est plus qu'une personne, donc on doit le faire. Dans nos boîtes, on va commencer à remarquer que si les choses commencent à être vraiment très pénibles et qu'on doit vraiment refaire les choses et qui sont vraiment répétitifs en soi, on sait qu'on a besoin de créer, de traiter cette problématique et donc créer un design system. Donc, quand c'est lent et quand on fait les choses dans la douleur. Donc, je pense que le meilleur moment de créer un design system, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est-à-dire dès que vous sortez d'ici pour tous vos projets à partir de ces masterclass, c'est de commencer toujours par définir un bon design system. Même si c'est que une component library, c'est déjà un bon début. Et pensez au fait que ce sont des process itératifs qui sont amenés à l'évolution et que ça va être vachement plus simple de les changer si on le fait au début. Donc, pour cette masterclass, qu'est-ce qu'on a appris? On a vu qu'en fait, un design system, il nous permet de garder le focus sur ce qui est nous, donc nos métiers, c'est-à-dire nos métiers. Donc, moi, en tant que développeur ou en tant que designer ou product manager, chacun, il a une spécialité. Et donc, en fait, je vais pouvoir faire un focus sur ça et apporter de la valeur dans ce que je fais mieux. De cette façon, on va délivrer des produits qui sont super efficaces et dans un temps moins important. Donc, on essaye de faire comme Ford et dans les Taylorismes, de réduire notre production d'un app de 12 heures à 2 heures. Ça, je pense que c'est le rêve de n'importe quel chef de produit. Et à la fin de tout ça, on va créer une expérience utilisateur merveilleuse et qui va simplement affirmer notre marque et il va dire comment le design il a apporté et ça a apporté à sa valeur dans le sens d'apporter de la confiance à l'utilisateur.
Et j'allais dire qu'en fait, c'est donc aujourd'hui, il y a énormément de boîtes qui s'inspirent de ça. Donc, on avait vu l'État. Je vais potentiellement montrer celui de l'État. Et il y a une boîte qui m'inspire beaucoup aussi, c'est Atlassian, parce que j'aime son motto ici. Elle dit déjà, elle utilise Design, Develop and Deliver. Donc, en fait, elle fait un focus assez important sur la partie du design et du développement. Et pour délivrer justement des expériences qui sont assez, elle appelle beautiful. Donc, des belles expériences à partir justement d'un design system qui va créer cette système, cette ligne sans couture, une façon un peu streamlined de développer un produit. Donc, je vous laisse avec ma phrase préférée sur cet outil. Il y a encore avec un petit clin d'œil à Ford, c'est qu'on ne peut pas innover dans un produit sans avant innover sur la façon dont on les construit. Et ça, c'était pas Ford qui l'a dit. Au fait, c'était quelqu'un de chez Airbnb quand ils ont construit leur design system. Voilà. Donc, si vous avez des questions, on peut ouvrir un Q&A maintenant où je vous invite peut-être à regarder le site du design system français. Il y a Nicolas qui dit il dit qu'un design system est partiellement obligatoire avant n'importe quel projet du développement au final. Bon, au fait, je ne dis pas que c'est partiellement, je dis qu'il est complètement obligatoire. Parce que si vous ne voulez pas perdre de l'argent et du temps et de l'énergie, je dirais d'investir tout ça que vous allez perdre dans la construction d'un design system comme ça. Je suis sûre que les prochains produits et la scalabilité de vos produits vont être et de vos applications vont être simples à se mettre en place. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a Lucas qui pose une question. Est-ce que c'est utile de développer un design system dans ces cas où on ne travaille que sur une appli unique? Oui. Donc, je renforce. Cette appli unique, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est unique. Mais si tu as des rêves, et si ton manager et si ta boîte, elle a des rêves d'expansion, commence par penser scalabilité. Ça vous donne énormément de la seniorité. D'ailleurs, vu que vous êtes dans une école, donc qu'est-ce qu'on pense dans profil senior? C'est justement de penser à ne pas un usage unique, mais plutôt à comment ce système-là, il va pouvoir scale. Et les design systems, c'est vraiment une réponse à ça. Donc oui, même si une appli, c'est unique, il vaut mieux commencer par un design system. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Gabriela? Ok, bon, mais je pense que c'est ok pour tout le monde. Ah si. Ah, il y a... Peu importe la taille du projet, il vaut mieux par sécurité avoir un design system. Oui, c'est bien ça. Donc, n'importe la taille du projet, il vaut mieux commencer par ça. Parce que comme je dis, en fait, c'est parce qu'à la fin, vous allez dépenser de l'énergie pour réorganiser des choses. Donc, il vaut mieux commencer par le début. Et si vous êtes déjà en train de commencer un projet qui n'a pas un design system, essayez de revenir, de prendre du recul et essayer de regarder quels sont les patterns que vous êtes en train de réutiliser pour essayer de réduire ça à un seul design.
Gabriela, moi j'avais une question. Toutes les entreprises n'ont pas la culture de mettre en place un design system. Est-ce que tu aurais des recommandations pour que, en tout cas, tous ceux qui participent à ce talk puissent répandre la bonne parole? Oui, alors, je comprends bien cette question. C'est vraiment une question des cultures. Comme on avait vu, en fait, c'est vraiment, je dis que c'est la culture qui va unifier tout ça. Malheureusement, je pense que c'est un travail plutôt des soft skills que des hard skills, dans le sens qu'en fait, c'est un travail d'être un peu évangéliste, hein. On ne le dit pas comme ça, advocate pour ce type de choses, mais aussi d'aller voir de montrer les bénéfices de l'entreprise qui sont en train de faire, les bénéfices que l'entreprise va avoir en faisant ce type de démarche, et surtout de voir quels sont les acteurs aujourd'hui dans le marché qui font ça. Donc aujourd'hui, je ne connais aucune boîte donc de la GAFA ou Netflix, Uber, toute la Silicon Valley, il n'y a aucune boîte qui ne suit pas cette méthodologie. Ce sont toutes les boîtes qui sont en train de suivre cette méthodologie justement pour aller plus loin avec leur process. Du coup, en termes de bénéfices, tout à l'heure, tu as cité le fait que c'était rassurant pour toute l'expérience des clients, parce qu'en fait, ils savent où ils sont, il y a un environnement qui est rassurant, et c'est aussi pour l'entreprise de ne pas repayer à chaque fois tout un système graphique, à chaque fois qu'il y a un nouveau site. Est-ce que tu as d'autres exemples de bénéfices? Il y a des bénéfices du coût, il y a le bénéfice de la motivation. Comme j'ai dit, en fait, la plus grande problématique, c'est justement les designers qui n'est pas contents, les développeurs qui n'est pas contents, les product managers qui n'est pas contents. Donc, c'est cette motivation-là qui va se dégrader. Donc, honnêtement, c'est plutôt au niveau du coût. C'est vraiment très cher de ne pas réutiliser. C'est trop. Aujourd'hui, on a besoin. Et la scalabilité aussi. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas avoir besoin de construire les choses que pour un type d'application. Donc là, c'est pas que du mobile. Là, on va devoir faire pour le mobile, mais on va sortir aussi pour la newsletter et aussi pour les affiches. Donc, essayer d'avoir une vision systémique et globale, parce qu'aujourd'hui, nos produits, ils sont comme ça. Enfin, c'est presque une nouvelle ère industrielle, qui on est en train vraiment de changer nos façons de produire les choses, et donc on va gagner avec ces gains de temps et de motivation. Ça va réduire le coût et on va voir les gens contents à la fin. Donc c'est le même gain que faire du taylorisme en 2021, quoi. Donc, il y a Alexandre qui demande pour les codes, tu donnes comme un exemple le bouton, mais il faut toujours ajouter dans notre librairie, ou est-ce que c'est contre-productif? Par exemple, générer l'espacement en dessus des titres, etc. Ah oui, ça c'est très spécifique comme question. C'est justement voir comment est la gestion d'espacement, alors qu'au fait, généralement, cet espacement, il est associé à un type de template, comme on avait vu dans dans Atomic Design. Je dirais que ça dépend de comment est-ce que vous allez générer ça. Je dirais que ça devrait pas faire partie, l'espacement, ils font partie du design system et ils doivent faire partie de cette application, en tout cas, des variables qui vont être réutilisées dans la composition de ces design systems. Jessica. Oui, exactement. En fait, Jessica a dit que c'est du green design parce qu'on économise le nombre de sites. C'est du green design dans le sens qu'on économise des ressources, effectivement. On économise énormément de ressources. Après, vous pouvez publier
20 000 sites, ça va continuer à être 20 000 sites. C'est juste ça va être cohérent entre les 20 000 sites et en plus, ça va être moins de développement c'est du développement durable, effectivement. C'est du développement durable pour ces 2000 sites et qui va être réutilisé. Enfin, tous les composants. Je pense qu'Edouard avait posé une question aussi. Comment faire pour utiliser un design system existant pour développer rapidement, prototyper une application? Très bonne question, Edouard. Comme je vous ai dit, il y a des design systems qui existent déjà. Donc, Material Design, il y a Groomit, il y en a. Ça dépend de quelle technologie vous allez vouloir utiliser. Donc, faire des recherches par rapport à quelle librairie front-end vous êtes en train d'utiliser. Mais vous pouvez déjà récupérer ces librairies et dans toutes ces librairies-là, ils vont avoir toujours un fichier des tokens, ou un fichier des variables, c'est où on va ajouter les variables qui concernent la marque. Donc, c'est là, c'est changer la typographie, changer les couleurs, la palette des couleurs, changer l'espacement, les grilles, donc tout ça qui vont vraiment donner une autre tête à ces design systems qui est déjà codé. Donc, très bien, un très bon esprit de réutilisation, Edouard, de récupérer un design system qui existe déjà et mettre ça en place. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y en a qui veulent se manifester avant qu'on termine? J'espère que ça vous a plu en tout cas et que vous êtes motivé à faire du design system. Oui, merci beaucoup, c'était passionnant. Merci. Donc, j'ai mis, je vous attends pour continuer notre conversation sur Instagram et sur LinkedIn. Je sais que vous aimez bien LinkedIn, donc vous pouvez me rajouter sur LinkedIn et faire le buzz que vous avez adoré cette presse, ok? Donc, à bientôt. Ça marche. Merci beaucoup, J'arrête Gabriela. l'enregistrement. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci, Désolée bonne encore journée. pour les beaucoup. bruits. Non, Pas de il y a souci. aucun mal. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.